Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les différences entre l'immobilier physique et la pierre papier en termes d'investissement. Alors, on entend dire que l'immobilier est une valeur refuge, mais en France, le problème c'est qu'on a quand même un environnement réglementaire qui est extrêmement contraignant. Alors, pêle-mêle, bon, cette liste n'est pas exhaustive. On a les mesures de protection du locataire, la trêve hivernale, qui est un dispositif assez ancien, des mesures de plafonnement des loyers dans certaines agglomérations, et aussi, ça les gens l'ignorent souvent, des mesures de protection des locataires âgés. Donc si votre locataire a plus de 70 ans, vous pouvez encore plus difficilement le mettre à la porte s'il décide de ne plus payer votre loyer. Voilà. Ensuite, on a les mesures pour sauver la planète, donc notamment le DPE, le diagnostic de performance énergétique. On a les mesures contre l'artificialisation des sols, qui font que bientôt vous ne pourrez plus construire votre maison sur votre terrain. Ensuite, on a la législation anti-squatter qui existe sur le papier, mais dont on sait qu'elle est inefficiente en pratique, c'est-à-dire que vous allez devoir effectivement faire un constat d'huissier, passer par le juge. On sait que la justice en France a des petits problèmes d'effectifs et de budget. Donc très clairement, si vous avez un squatter, bah, votre bien pourrait potentiellement avoir besoin de plusieurs années avant de le récupérer. Et en attendant, bien évidemment, vous devrez quand même payer les charges de copropriété et, le cas échéant, votre emprunt à la banque. Ensuite, on a la rentabilité locative qui est très faible, c'est-à-dire que la taxe foncière ne fait qu'augmenter, surtout depuis la suppression de la taxe d'habitation. Les assurances, même combat. Surtout si vous louez les assurances propriétaires non occupants, les assurances garantie des loyers impayés aussi, qui sont de fait impératives, les charges de copropriété qui ne font qu'augmenter, alors que dans le même temps, quand même, la majorité des copropriétaires sont quand même très mécontents du travail qui est fait par leur syndic. Donc un assez mauvais rapport qualité-prix de ce côté-là. Et enfin, on a des taux d'emprunt qui demeurent quand même très élevés. Alors même s'ils commencent à baisser, on sait qu'on ne verra pas tout de suite des taux à 1% comme c'était le cas par le passé. Voilà. Et ensuite, dernier point, c'est la fiscalité qui est peu avantageuse, avec une exception toutefois, le statut LMNP, loueur en meublé non professionnel. Mais c'est un statut très particulier, qui est intéressant pour certains types de biens très particuliers, notamment les résidences seniors et les résidences étudiantes. Et ça reste vraiment l'exception. En plus, ça implique d'avoir une comptabilité déclarée au réel, donc il y a quand même certaines contraintes pour pouvoir bénéficier de ce statut. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, sur l'immobilier, meublé ou non meublé, la fiscalité reste de manière générale très peu avantageuse, ce qui diminue d'autant plus le rendement locatif. Voilà. Alors, ensuite, la pierre papier. Les CPI, ça reste tout de même un bon investissement. On entend dire depuis quelque temps qu'il y a une crise des SCPI, que de nombreuses SCPI ont dû baisser le prix de leur part. C'est vrai, effectivement. Ceci étant, ça dépend des SCPI. Quand on parle de SCPI, donc ce sont les sociétés civiles de placement immobilier, il s'agit de private equity immobilier puisque ce sont des sociétés non cotées. Si vous investissez dans une SCPI qui a uniquement des immeubles de bureaux en Île-de-France, effectivement, ces SCPI-là ont été durement touchés par la crise et ont dû baisser leur prix de part. Toutefois, si vous investissez dans des SCPI diversifiés, c'est-à-dire qui sont diversifiés géographiquement, qui investissent dans plusieurs pays d'Europe et hors Europe, qui investissent en zone euro et hors zone euro, qui ont du bureau, des entrepôts logistiques, des hôtels, etc., ces pays-là n'ont pas de problème en particulier. Donc, le souci n'est pas tant la SCPI en soi, c'est d'investir dans une SCPI qui n'est pas diversifiée qui pose problème. Voilà. Alors, quand on parle de SCPI, il faut garder en tête qu'il s'agit d'un investissement à long terme, puisque les coûts d'acquisition sont quand même assez élevés. Donc clairement, on conseille une durée de détention d'au moins 10 ans pour amortir les coûts d'acquisition. Euh,
Au niveau des avantages, donc ça permet de se procurer des revenus passifs, c'est le cas des SCPI de rendement, donc qui reversent des dividendes, une partie des dividendes qu'elles perçoivent, moins leurs frais de gestion aux porteurs de parts. Autre avantage, c'est la faible volatilité, puisqu'il s'agit donc de private equity, en quelque sorte. Les SCPI n'étant pas cotées en bourse, elles sont assez peu volatiles. Autre avantage, c'est la diversification. Donc, comme je l'ai évoqué, la possibilité pour une SCPI d'investir dans des types d'immeubles différents, dans des pays différents, des devises différentes. Et enfin, la fiscalité hors France, c'est-à-dire que euh, quand la SCPI investit dans des pays qui ont des conventions fiscales avec la France pour éviter la double imposition, vous êtes prélevé à la source dans le pays en question, dans le pays de situation de l'immeuble. Et quand on sait que la France est le pays le plus taxé de l'OCDE, donc du monde, par définition, tout immeuble détenu à l'étranger reste fiscalement plus intéressant qu'un immeuble situé en France. Voilà. Voilà pour les avantages. Après, au niveau des inconvénients, ce qu'on souligne souvent dans les CPI, c'est le risque d'illiquidité. C'est-à-dire que si vous avez besoin de cash flow, que vous devez vendre vos parts, vous n'avez pas la garantie que la compagnie va vous les racheter, ou si elle le fait, qu'elle vous les rachètera rapidement. Donc le processus pourra durer plusieurs mois. Après, là encore, si vous investissez dans une bonne SCPI diversifiée, il y a quand même de fortes chances qu'elle vous rachète vos parts. Ça ne se fera pas dans la semaine, mais bon, par rapport à une SCPI qui est exsangue et qui doit baisser le prix de ses parts, vous avez quand même plus de chances. Et donc, dernier point négatif, c'est les coûts de gestion, puisque une SCPI, c'est quand même une entreprise avec beaucoup de collaborateurs, c'est quand même des structures qui sont assez importantes, donc elle déduit ses coûts de gestion, c'est bien normal de ce qu'elle vous verse. Et donc, du coup, ça peut avoir un impact sur le rendement qui ne sera pas forcément extraordinairement élevé in fine. Ensuite, les REIT. Donc, les REIT, ce sont les Real Estate Investment Trusts. Donc là, on parle de public equity immobilier. On parle aussi de foncière cotée ou de fiducie de placement immobilier. Alors, contrairement aux SCPI, les REIT sont donc cotés en bourse. Il y a notamment un très grand choix de REIT aux USA. C'est aussi le cas au Royaume-Uni et au Canada, mais principalement aux USA. C'est là qu'on trouve les plus importantes. Alors, en termes d'avantages, l'avantage de la REIT, c'est déjà la diversification, c'est-à-dire que vous en avez qui sont spécialisés dans le bureau, enfin dans les bureaux, d'autres dans le résidentiel, que ce soit les hôtels, les résidences d'habitation. Certaines sont spécialisées dans l'immobilier industriel, et certaines se sont diversifiées un petit peu de tout. Donc ça, c'est un point commun qu'on les REIT avec les CPI. Autre avantage, alors qui diffère là pour le coup des SCPI, c'est la liquidité. Puisque une REIT, c'est une action. Donc vous pouvez l'acheter et la vendre en quelques clics chez votre broker en ligne. N'importe quel broker en ligne, c'est extrêmement simple. Les rendements sont assez élevés, puisque forcément, vu que n'importe quelle personne de par le monde peut investir, il y a énormément d'investisseurs qui investissent dans les REIT, donc ça peut permettre de diminuer le coût de gestion par rapport à une SCPI. Et enfin, autre point positif, c'est le versement régulier du dividende, qui est très souvent trimestriel, mais qui peut aussi être mensuel, ce qui est rare quand même en termes de bourse. Simplement, certaines REIT aperçoivent les loyers mensuellement et reversent donc les dividendes mensuellement aussi, ce qui est assez rare pour mériter d'être souligné. Enfin, donc, les points négatifs, c'est la volatilité, notamment les CPI qui sont spécialisés dans le mortgage, donc tout ce qui est prêt hypothécaire. Là, effectivement, vous avez des très hauts rendements, mais un bêta, donc un indice de volatilité très élevé, ce qui est assez logique. Et enfin, une fiscalité moyennement avantageuse, c'est-à-dire que vous n'avez pas de double imposition si vous êtes résident fiscal français.
C'est-à-dire que vous allez avoir un premier prélèvement à la source de 15% sur les actions US, et vous avez la possibilité de le déclarer au fisc de sorte à ne pas payer deux fois. Ceci étant, vous avez quand même la flat tax de 30% in fine qui s'applique sur vos dividendes de REIT, comme pour toute action. Sauf si vous optez pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, ça c'est une autre question, mais bon voilà. Il faut garder en tête que fiscalement, c'est pas quelque chose de neutre si vous êtes résident fiscal français. Voilà. Ensuite, alors le petit dernier, c'est l'immobilier fractionné ou l'immobilier tokenisé. Donc là, le principe, c'est que vous avez une société qui détient le bien immobilier, vous achetez des parts de cette société, qui sont tokenisées sur la blockchain, sous forme de token, et vous percevez des dividendes en retour. Ça, c'est important de garder ça en tête, c'est-à-dire que c'est pas l'immeuble lui-même qui est tokenisé, qui est mis sur la blockchain, évidemment. C'est la société qui détient cet immeuble qui est tokenisé. Et donc cette transaction est enregistrée sur la blockchain, ce qui apporte une grande sécurité et une grande souplesse d'utilisation, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir une armée d'avocats et de notaires derrière pour sécuriser la transaction. C'est fait par l'algorithme. Alors, je fais une parenthèse. Si vous ne savez pas ce qu'est la blockchain, que c'est un petit peu confus, n'hésitez pas à regarder en description. J'ai mis un lien vers mon e-book Comment investir dans la crypto-monnaie. Alors, ce n'est pas un conseil en investissement, mais sous l'angle des cryptos, ça permet d'appréhender un petit peu les concepts de base de la blockchain, des monnaies électroniques, pour ceux qui partent de zéro ou presque zéro. Voilà, donc le lien est en description. Alors, les avantages de l'immobilier fractionné, c'est déjà un ticket d'entrée très bas. C'est-à-dire que vous pouvez investir juste à partir de 50 $, acheter un token et mettre 50 $ pour commencer. Les rendements sont intéressants. C'est-à-dire notamment, je pense, alors ceci n'est pas un placement produit, mais je pense à Realty qui investit massivement dans la Rust Belt, notamment à Détroit aux États-Unis, aussi au Panama. Donc là, on a quand même ils ont des rendements qui sont actuellement entre 9 et 9,5%, ce qu'on ne verra jamais en France, hein, clairement. Possible de faire mieux en France, même en Europe, je pense. On a une mutualisation du risque, puisque donc, comme je viens de le préciser, on peut rentrer seulement avec un token avec 50 $ et investir dans des centaines de propriétés, dans plusieurs villes, potentiellement plusieurs pays. Voilà, donc ça permet effectivement de mutualiser et lisser le risque. Après, un autre avantage, c'est l'approche communautaire, c'est-à-dire que via la blockchain, vous allez pouvoir vendre votre bien sur le marché secondaire et vous allez pouvoir acquérir des tokens de gouvernance qui vont vous permettre de voter sur certains biens, donc participer au processus de décision. C'est-à-dire que si on compare avec une SCPI, en tant qu'associé de SCPI, vous allez voter une fois par an à l'Assemblée Générale, oui. Vous avez quand même voix au chapitre, mais le restant de l'année, c'est quand même la SCPI qui va prendre les décisions pour vous. Alors, ce qui encore une fois n'est pas un problème quand la SCPI est bien gérée, hein. Mais disons que l'immobilier fractionné permet d'apporter de la décentralisation et de la démocratie dans le processus de gouvernance. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Et par contre, donc sur les aspects moins positifs, bon, il y a le fait que c'est une création très récente. Ces compagnies sont victimes de leur succès, c'est-à-dire que par exemple Realty, quand ils organisent des ventes flash, qu'ils appellent les ventes sauvages, vous avez intérêt à vous connecter tout de suite et à faire la transaction très très vite, parce que certains biens partent en quelques minutes, hein. Donc il vaut mieux être réactif, effectivement. Mais ça changera de toute façon. Ils sont encore à une phase où ils sont un peu en mode artisanal, entre guillemets, mais de toute façon, ça évoluera. Donc aussi peu de diversification pour le moment, mais ça, pareil, c'est lié au fait que c'est une création récente. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est un régime fiscal flou. Alors bon, pour l'instant, Bercy n'a pas élaboré de circulaire pour faire part de sa doctrine sur ce point.
Ceci étant, quand on creuse un petit peu entre investisseurs, il y a quand même un consensus pour dire que il ne s'agit pas de revenus fonciers, a priori, mais de dividendes, fiscalement parlant. Parce que, euh, comme exposé, c'est bien une société qui détient le bien immobilier. Et vous achetez des parts de cette société. Donc c'est pas des loyers, c'est pas une fraction de loyer que vous percevez, c'est bien des dividendes. Alors après, si vous avez un doute, vous avez toujours la possibilité, par exemple, vous les déclarez comme dividende sur votre déclaration de revenus, vous pouvez rajouter une mention express. C'est-à-dire sur votre déclaration de revenus, vous précisez que, selon vous, il semblerait que ce soit des dividendes, donc vous les avez déclarés comme tels. Voilà. Et à contrario, si vous considérez plutôt qu'il s'agit de revenus fonciers, vous expliquez que voilà, vous les avez déclarés comme revenus fonciers. Bon. Ça vous permettra de vous prémunir en cas de redressement, disons en cas de contrôle fiscal. Au moins, vous signifiez aux impôts que vous avez déclaré ces éléments, ce revenu-là, en l'attente d'une position fermement établie de la Direction générale des impôts. Au moins, vous êtes couvert, ce faisant. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à la prochaine.